Je vais commencer cette session sur la fertilité et les grossesses dans la plasie médulaire. Euh, pour introduire le docteur Virginie Barolange qui parlera plutôt de l'aspect préservation de fertilité, ses modalités, ses indications. Euh, je vais surtout parler de fertilité féminine, et elle aussi, même si on abordera aussi la problématique des hommes, qui est un peu moins au premier plan, on le verra. Alors par contre, là, je vois plus mes diapos, donc vous pouvez passer à la première. La première question qu'on peut se poser entre aplasie médulaire, HPN et fertilité, c'est quel est l'impact de la grossesse chez les femmes vivant avec une aplasie médulaire. Il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre aplasie médulaire et grossesse. Et pour l'illustrer, on peut rappeler que le premier cas d'aplasie médulaire jamais décrit l'a été en 1988 chez une femme enceinte. Et ça, c'est pas du tout exceptionnel, puisque les aplasies médulaires ont tendance à s'aggraver au cours des grossesses. Et c'est ce qui fait que les découvertes d'aplasie sont pas du tout exceptionnelles au cours ou au décours d'une grossesse parce que la maladie s'aggrave, donc les cytopénies sont plus marquées, donc elles sont plus symptomatiques et parce que à l'heure actuelle, il est très quasiment systématique de faire des numérations au cours de la grossesse. Donc, chez une patiente qui n'a pas eu une numération récente, on peut tout à fait mettre en évidence des cytopénies qui existaient déjà mais qui n'étaient pas connues. Cette aplasie, elle va avoir tendance à s'aggraver progressivement au cours de la grossesse chez la majorité des femmes, pas toutes. On ne sait pas pourquoi certaines vont pas s'aggraver et d'autres s'aggravent de façon très importante et parfois très précocement au cours de la grossesse. Et cette aggravation, elle touche en général les globules rouges et les plaquettes et beaucoup moins les neutrophiles. Ça impacte que les femmes vont avoir tendance à être transfusées pendant leur grossesse avec des seuils d'hémoglobine qu'on maintient relativement hauts parce que l'hémoglobine, c'est ce qui permet de faire circuler l'oxygène aux organes et c'est ce qui va permettre de donner de l'oxygène aussi au fœtus. Donc c'est important pour favoriser la bonne croissance et le bon développement du fœtus. Et de la même façon, on évite que les plaquettes baissent trop bas pour éviter qu'il y ait des complications au niveau placentaire, notamment des hématomes, des saignements au cours de la grossesse. Donc, l'aplasie va impacter la grossesse avec des besoins transfusionnels accrus et des aplasies qui, dans certains cas, peuvent devenir très sévères, malheureusement, au cours de la grossesse et être à l'origine de complications, notamment hémorragiques et infectieuses. Donc, c'est pas du tout anodin pour une femme atteinte d'une aplasie d'être enceinte. Diapo suivante. Ça va parfois nécessiter de débuter un traitement. J'ai vu que Régis avait un peu abordé cette question juste avant. On peut utiliser la cyclosporine en surveillant bien évidemment ses effets secondaires, que ce soit l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale en particulier. Mais on sait que la cyclosporine en monothérapie va avoir un taux de réponse qui est l'ordre de 30-40%, avec un délai de réponse qui est au minimum de 3 mois, ce qui fait que souvent, quand les cytopénies deviennent suffisamment sévères pour qu'elles nécessitent un traitement, c'est un peu tard de débuter de la cyclosporine et parfois on va rester sur un support transfusionnel seul. L'L-thrombopag, qui est un des traitements de référence de l'aplasie médulaire, peut être utilisé en fin de grossesse. On n'a pas du tout de données en début de grossesse. Les principales données qu'on a viennent d'une autre maladie qui s'appelle le purpura thrombopénique idiopathique et c'est vraiment des données de fin de grossesse. Donc on est prudent à l'heure actuelle et on l'utilise vraiment que dans les situations où il y a des thrombopénies sévères qui répondent mal aux transfusions en fin de grossesse. Le sérum anti-lymphocytaire a été utilisé. Il y a des case reports. Nous, on ne le recommande pas parce que ça donne de la fièvre, ça fait des hypertensions, des hypotensions pendant les perfusions et qu'on estime que la balance bénéfice-risque est pas suffisante pour l'utiliser. Et évidemment, les greffes ne sont pas possibles pour des raisons de toxicité des traitements, en particulier des chimiothérapies. On sait qu'à l'issue de l'accouchement, enfin, après l'accouchement, il y a 50% des femmes qui vont s'améliorer spontanément, en général en revenant au niveau antérieur, parfois dans des délais très courts, de quelques jours à quelques semaines. Et donc, c'est pour ça qu'on se laisse souvent un temps
après l'accouchement pour voir comment évolue spontanément la situation. Et si à 6 semaines du postpartum, il y a une indication de traitement qui persiste, dans ce cas-là, on va proposer le traitement qu'aurait eu la femme si elle n'était pas enceinte. Donc, traitement immunosuppresseur ou allogreffe en fonction de l'âge et des donneurs disponibles. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui est compliquée parce que bah, quand on vient d'accoucher, avoir un traitement, une hospitalisation, c'est jamais très simple. Mais si ça ne s'améliore pas, c'est nécessaire à ce stade-là. Diapo suivante. On sait que chez les patientes qui ont déjà été traitées par immunosuppresseurs, par SAL cyclo en particulier, pour une aplasie médulaire et qui ont une nouvelle grossesse, il y a donc un risque de rechute. Il ne dépend pas du délai entre le traitement et la grossesse, mais plus de la réponse au premier traitement. Et moins cette réponse a été complète, plus ce risque de rechute est important, même s'il y a toujours une très grande hétérogénéité et qu'on parle en risque et pas en certitude, c'est toujours pareil. Et donc, c'est vraiment important d'en discuter au cas par cas avec son hématologue pour évaluer le risque et mettre en place le suivi nécessaire si une grossesse survient. Une chose très importante, l'aplasie médulaire acquise ne se transmet pas à la descendance et elle n'impacte pas la fertilité. La maladie en elle-même n'a pas d'impact sur la fertilité, que ce soit chez l'homme ou la femme. Diapo suivante. Dans le cadre de l'HPN, donc l'HPN, c'est une maladie qui induit une anémie hémolytique associée à un risque de thrombose et qui est associée à une aplasie médulaire acquise. Donc les patientes qui ont une HPN, elles ont exactement le même risque d'aggravation des cytopénies liées à l'aplasie que des patientes qui ont eu une aplasie médulaire auparavant. Le risque de transfusion est important du fait de cette aplasie sous-jacente et aussi du fait de l'hémolyse, hein. On sait que sans traitement, ces femmes avaient un risque de complications majeures, en particulier pendant la période du péripartum, donc autour de l'accouchement, et un risque de thrombose très important. Et on avait estimé dans une étude française que la mortalité maternelle des patientes avec une HPN enceinte était de l'ordre de 8% à l'époque où il n'y avait pas de traitement anti-C5. On sait aussi qu'il y a un risque de perte fœtale qui est plus important, de retard de croissance intra-utérin et de prématurité qui est plus élevé. Diapo suivante. Depuis qu'on a les anti-C5 et qu'on les utilise au cours de la grossesse en association à une prophylaxie par HBPM, c'est-à-dire héparine de bas poids moléculaire, on sait qu'il y a beaucoup moins de besoins transfusionnels, mais le risque d'aggravation de l'aplasie n'est pas modifié. Par contre, on sait que le risque de thrombose par rapport à ce que c'était auparavant est très réduit, même s'il n'est pas nul, hein, et que la mortalité maternelle a été réduite de façon drastique, puisque nous, on n'a vu aucun cas de décès de femmes traitées par anti-C5. On sait par contre qu'il y a quand même une prévalence des retards de croissance intra-utérin et de la prématurité qui est toujours plus importante au cours de ces grossesses. On estime donc que les patientes qui ont un clone supérieur à 10%, alors c'est arbitraire le 10%, c'est rare d'avoir des manifestations quand on est à 10%, mais on prend ce seuil, et qui ont une hémolyse biologique, et ben, dans ce cas-là, on les traite si elles n'étaient pas traitées avant au cours de la grossesse pour prévenir le risque de complications en particulier en fin de grossesse, et réduire aussi les besoins transfusionnels. Diapo suivante. Alors, quelles sont les conséquences potentielles? On sait que ces anti-C5, ils passent très peu la barrière placentaire, donc on ne les retrouve pas ou à des taux vraiment très faibles dans le sang de cordon. On sait qu'il n'y a pas de tératogénicité, pas de risque de malformation liée à ces anti-C5 et il n'y a pas de complications infectieuses rapportées chez les fœtus. Et on sait que l'allaitement est possible, qu'il n'y a pas non plus de complications liées à l'allaitement sous anti-C5. Pour les autres anticompléments, les inhibiteurs proximaux, on n'a pas de données. Il y a quelques cas rapportés très récemment, mais on n'a pas de recul sur le suivi de ces enfants. On sait que c'est des petites molécules qui vont, elles, avoir tendance par contre à passer la barrière placentaire. Donc pour l'instant, on estime que la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de l'utilisation de ces traitements pendant la grossesse. Pour ce qui est des anticoagulants, qui sont des molécules fréquemment utilisées dans l'HPN, on sait que certains anticoagulants oraux sont contre-indiqués à certaines périodes de la grossesse. Donc c'est pour ça qu'on utilise préférentiellement euh, les, euh,
les HBPM, donc les épargnes de bas poids moléculaire en sous-cutané, et ce d'autant que du fait de la thrombopénie, le risque hémorragique est souvent plus élevé. De la même façon que l'aplasie acquise, l'HPN ne se transmet pas à la descendance, ce n'est pas une maladie génétique. Diapo suivante. Quel est l'impact de la greffe sur la fertilité dans l'aplasie médulaire? On sait que donc la maladie ne diminue pas la fécondité ou la fertilité, comme on utilise plutôt aujourd'hui, de même que les traitements immunosuppresseurs. Par contre, les conditionnements de greffe ont un impact sur la fécondité. Cet impact, il est très variable, il dépend de plein de facteurs. Les molécules utilisées, c'est principalement le cyclophosphamide, l'endoxan, qui est toxique pour les gonades, mais ça dépend de plein de facteurs. Déjà, la fertilité, c'est quelque chose qui, de base, est très hétérogène d'une femme à l'autre. Et ça dépend aussi beaucoup de l'âge, parce que la réserve ovarienne est importante et diminue rapidement enfin, au cours de la vie. Et donc, plus les femmes sont âgées, plus le risque de toxicité et d'infertilité est élevé. Dans la littérature, on sait que les patientes qui ont été greffées pour des aplasies sont les principales pour lesquelles ont été rapportées des grossesses spontanées après des allogreffes, chez des hommes et chez des femmes d'ailleurs. Hein. On a des grossesses spontanées chez des patients et des patientes qui ont été greffées pour des aplasies médulaires, mais on a peu de données sur les patientes qui n'ont pas réussi. Donc, on ne sait pas réellement quel est le taux d'hommes et de femmes qui n'ont pas réussi à avoir des grossesses spontanées après des greffes pour des aplasies médulaires. Et c'est pour ça que de plus en plus, alors chez les hommes, c'est systématique parce que c'est très simple de faire une préservation de fertilité en faisant une cryoconservation de spermatozoïdes. Chez les femmes, c'est beaucoup plus complexe et Virginie va vous l'expliquer. Et la préservation de fertilité n'est pas toujours possible avant la greffe quand les cytopénies sont très sévères parce que ça peut exposer à des risques de complications ou parce que c'est trop long en fonction des techniques pour réaliser ces préservations. Et dans ce cas-là, bah, on estime au cas par cas si on le fait avant la greffe ou parfois même, elle va vous l'expliquer, après la greffe, puisque une fois que la numération s'est normalisée, on peut envisager une préservation de fertilité en fonction de l'âge, évidemment, de la patiente. Donc, c'est des choses qu'on peut ici être amené à discuter, puisqu'on disait que le risque de rechute de l'aplasie médulaire après un traitement immunosuppresseur existe, il est même relativement important. Et donc, c'est aussi des choses qui peuvent être discutées chez les femmes jeunes qui ont eu un traitement immunosuppresseur, qui sont en rémission et qui ont un désir de grossesse ultérieur. Et par conséquent, on peut se poser aussi cette question. C'est des choses qui font être abordées. Et évidemment, il n'y a pas de contre-indication à faire de la procréation médicalement assistée. Virginie vous expliquera plus en détail ce que c'est après la greffe. Chez les femmes qui ont une HPN, évidemment, il peut y avoir des risques de thrombose, mais normalement, elles sont guéries en post-allogreffe, donc c'est plus un problème. Voilà, mais c'est évidemment à discuter au cas par cas. Et je vais laisser la parole à Virginie qui va vous parler de préservation de fertilité et qui vous expliquera tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement le docteur Virginie Barreau-Lange. Je suis biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin dans le centre de fertilité et j'assure également une consultation de préservation de la fertilité à Saint-Louis. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, je commencerai cette présentation en vous expliquant un peu plus en détail pourquoi effectivement la toxicité des traitements, elle va être variable en fonction des patientes et en fonction des traitements, en commençant par une petite explication sur le fonctionnement de l'ovaire. Diapositive suivante. L'ovaire, il a deux fonctions. La première fonction est celle de synthétiser des hormones, les oestrogènes et la progestérone. Et la deuxième fonction est celle de fabriquer l'ovocyte mature qui va permettre de se reproduire. Et ces deux fonctions, elles sont indissociables l'une de l'autre. Diapositive suivante. Et elles sont toutes deux portées par la même structure dans l'ovaire. Vous avez ici une image d'un ovaire humain et vous voyez sur votre droite la structure qu'on appelle le follicule primordial, qui est cet ovocyte entouré de cellules. Ces follicules primordiaux ou ovocytes primordiaux vont constituer la réserve ovarienne. Et ensuite, à partir de la puberté, tous les mois,
eh bien, ces follicules primordiaux vont sortir par petites cohortes de cet état de réserve euh, pour, euh, pour croître. Et l'ovocyte, lui, ne se multiplie plus, il est unique, mais les cellules autour de lui vont se multiplier et c'est elles qui vont synthétiser et sécréter les hormones œstroprogestatives. Et à la fin du cycle, un seul follicule va dominer les autres, va arriver à maturité pour être ovulé. Cette réserve ovarienne dont on parle, elle n'est pas évaluable directement, puisque les follicules primordiaux ne sont pas visibles à l'échographie et ne sécrètent pas d'hormones. Et quand on veut évaluer la réserve ovarienne, on fait une évaluation indirecte, en fait, puisqu'on va faire une évaluation échographique, ce qu'on appelle le CFA, ou compte des follicules à antrum, qui est l'évaluation du nombre de follicules qui sont sortis de l'état de réserve et qui sont en cours de croissance pendant le cycle. Et on va également doser dans le sang l'AMH, ou hormone antimullérienne, qui est sécrétée par ces follicules en croissance. Et donc, ce que l'on évalue, c'est le stock de follicules en croissance sur un cycle. Et donc, c'est une évaluation indirecte de la réserve parce qu'on sait qu'il existe toutefois une corrélation entre la réserve en follicules primordiaux et le nombre de follicules en croissance sur un cycle. Diapositive suivante. La particularité chez la femme et ce qui fait que les traitements peuvent être toxiques sur la fonction ovarienne, c'est que le nombre de follicules primordiaux est défini et définitif à la naissance. La petite fille va naître avec son stock définitif que vous voyez ici à T0 en bas ou sur les abscisses ce stock va ne faire que décroître tout au long de la vie. Les ovocytes, je vous le disais, ne se multiplient plus. Ils se multiplient à l'état fœtal, dans l'ovaire fœtal, mais après la naissance, le nombre d'ovocytes ne se multiplie plus et au contraire, il va ne faire que décroître. Et même entre la naissance et la puberté, ce stock de follicules va diminuer de plus de moitié. Et de ce fait, diapositive suivante, tout traitement qui va atteindre les follicules en les détruisant va avoir un effet sur la fonction de la gonade. Si les traitements atteignent les follicules en croissance, eh bien, il peut y avoir une réversibilité de l'effet des traitements. Les traitements vont bloquer les cycles. La femme n'aura plus ses règles, mais à l'arrêt des traitements et à distance de la fin des traitements, il peut y avoir une récupération des cycles puisque le stock de follicules primordiaux aura été peu ou pas affecté par les traitements. Par contre, si les traitements vont, par leur mode d'action ou par leur dose élevée, atteindre le stock de follicules primordiaux, cette atteinte étant irréversible, eh bien, il peut y avoir un arrêt des cycles ou une réduction de la durée du fonctionnement de l'ovaire, c'est-à-dire une ménopause précoce. Et ça, ce sera fonction de la profondeur de l'atteinte de la réserve. Si cette atteinte est partielle, il peut y avoir une reprise de la fonction ovarienne à distance des traitements, mais un fonctionnement qui va être moins long dans la vie, donc une ménopause plus précoce. Et si cette atteinte du stock est totale, eh bien, il n'y aura pas de reprise des cycles après les traitements. Diapositive suivante. Donc, quand on veut évaluer l'effet des traitements, eh bien, on va tenir compte de deux choses. Je vous l'ai dit, le type de molécules leur fonctionnement leur niveau d'atteinte. Est-ce que ça peut atteindre que les follicules en croissance ou est-ce que ça peut atteindre les follicules primordiaux? Et on va en regard tenir compte évidemment de l'âge de la femme, puisque vous l'avez compris, la réserve va dépendre de l'âge. Et donc, plus une femme a une réserve importante, mieux elle résistera à l'effet des traitements. Mais pour un même âge, deux femmes différentes vont pouvoir avoir une réserve différente. Il faudra également essayer de personnaliser l'évaluation en évaluant la réserve ovarienne en ovocytes de la femme, comme je vous le disais, en faisant ce fameux compte des follicules entre hommes et en dosant l'AMH. Suivant. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une même dose cumulée de traitement n'aura pas le même impact chez des femmes qui vont être d'âge ou de réserve ovarienne distinctes. Concernant spécifiquement les traitements donnés dans l'HPN et les aplasies médulaires suivantes,
Diapositive suivante. Il va y avoir des traitements qui n'auront pas d'impact sur la fertilité. On vous l'a déjà dit, le docteur Sicre de Frontbrune vous l'a dit tout à l'heure. L'immunothérapie n'impacte pas par son fonctionnement ni la qualité ni la quantité des follicules, donc il n'y aura pas d'altération de la fertilité à l'arrêt des traitements. Par contre, la greffe de cellules souches hématopoïétiques et plus particulièrement les conditionnements pré-greffe contiennent des molécules comme l'endoxan qui vont atteindre la réserve ovarienne. Et on va tenir compte donc de la dose reçue pour évaluer l'impact et les doses utilisées. Pour conditionner les patients présentant une aplasie médulaire sont des doses considérées faibles à modérées comparativement aux doses qui sont utilisées pour les patients qui vont avoir des greffes dans des pathologies malignes comme les leucémies. Donc, en regard de ça, on considère que les conditionnements de greffe avant aplasie médulaire sont des conditionnements considérés à toxicité réduite sur la réserve ovarienne. Mais vous l'avez compris, il faut mettre cela en regard de l'âge de la patiente et de sa réserve ovarienne. On n'aura pas du tout la même évaluation pour une patiente de 25 ans par rapport à une patiente de 35 ans, puisqu'on sait qu'à partir de 35 ans, la réserve ovarienne diminue significativement. Donc, dans la mesure du possible, on fera une évaluation au cas par cas. Diapositive suivante. Donc, face à des traitements qui peuvent atteindre potentiellement la fertilité des patientes, nous avons la possibilité de préserver cette fertilité. Cette préservation de la fertilité, elle doit être envisagée quelle que soit la situation, je veux dire en tout cas une consultation d'information et d'évaluation. Quelles que soient les situations, il faut prendre le temps et la loi nous impose maintenant de faire bénéficier aux patients qui vont avoir un traitement potentiellement toxique pour leur fertilité de prendre le temps d'une consultation d'évaluation et d'information. Même si cette préservation pense qu'elle ne sera pas faisable, il y a au moins le temps de l'information qui doit se prendre. Alors, les techniques qui sont à notre disposition, diapositive suivante, et je ne parlerai là que des techniques possibles chez la femme qui a fait sa puberté, elles sont doubles, les moyens que l'on a sont doubles. Suivant, c'est d'abord la cryoconservation d'ovocytes matures. Cette technique, je vais la détailler un peu plus tard puisque c'est celle qui est la mieux adaptée à la situation des patientes présentant une aplasie médulaire ou une HPN. Et cette congélation d'ovocytes matures, on regarde cela, on a dans notre arsenal une autre technique, suivant, qui est la cryoconservation de cortex ovarien. Dans cette situation, ça n'est pas l'ovocyte mature que l'on préserve, mais bien tout l'organe que je vous ai montré tout à l'heure. En congelant le cortex ovarien, ce que l'on conserve, ce ne sont plus des ovocytes matures capables d'être fécondés, mais cette fois-ci, les petits follicules primordiaux en réserve que je vous ai montrés et qui contiennent donc des ovocytes immatures qui ne sont pas prêts à l'emploi. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet de conserver une quantité extrêmement importante de matériel biologique, de follicules. L'inconvénient, c'est qu'elle va diminuer de moitié le capital folliculaire ovarien de la patiente, puisqu'on lui retire, et on lui retire évidemment dans le but de le conserver. Donc cette congélation de cortex ovarien, on ne va l'envisager que pour les patientes qui vont avoir un traitement hautement gonadotoxique, c'est-à-dire un traitement qui fait prendre le risque de perdre quasiment la totalité des follicules en réserve. Et vous l'aurez compris, eu égard à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quant à la toxicité des traitements, les traitements de conditionnement à la greffe dans le cadre de l'aplasie médulaire ne justifient pas, dans la majeure partie des cas, de réaliser une intervention chirurgicale, un prélèvement de cortex ovarien et une congélation de ce cortex ovarien. Donc, la congélation d'ovocytes matures, suivant, on l'envisage uniquement pour les traitements à toxicité modérée, alors que, suivant, la toxicité, la congélation de cortex ovarien, on l'envisage en traitement hautement toxique. Diapositive suivante. Donc, quelques mots
en pratique pour que vous compreniez comment pourrait s'articuler cette technique de congélation d'ovocytes matures dans votre prise en charge. Tous les mois, je vous le disais tout à l'heure, l'ovaire va naturellement fabriquer un seul ovocyte mature. Donc, il va falloir stimuler cet ovaire avec des hormones gonadotrophiques, chorioniques, qui sont normalement physiologiquement sécrétées par une glande à la base du cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Mais en donnant des doses supraphysiologiques, on va permettre à l'ensemble des follicules qui sont entrés en croissance sur le cycle concerné par la stimulation d'arriver à maturité. Et donc, on n'aura pas cette fois-ci un seul follicule dominant contenant un seul ovocyte mature, mais bien, comme vous le montre cette image échographique, une réponse multifolliculaire, à savoir plusieurs follicules contenant donc chacun un ovocyte. Donc, cette technique permet d'obtenir plusieurs ovocytes. La réponse à la stimulation va être directement corrélée à la réserve ovarienne, c'est-à-dire au nombre de follicules qui seront rentrés en croissance en début de cycle chez cette patiente. Ces ovocytes vont être récupérés par ce qui est illustré sur ce deuxième dessin, par un geste qu'on appelle la ponction folliculaire. Grâce à une sonde échographique placée dans le vagin, donc on parle d'une ponction transvaginale, cette sonde étant équipée d'une fine aiguille, on a la possibilité d'accéder à l'ovaire par une ponction et d'aspirer le liquide contenu dans les follicules et ainsi de récupérer les ovocytes. Ces ovocytes sont ensuite recherchés dans le liquide de ponction, puis lorsqu'ils sont matures, ils vont pouvoir être congelés par un procédé qu'on appelle la vitrification. C'est ce qui vous est illustré ici. Diapositive suivante. Donc, la cryoconservation d'ovocytes, elle est possible à n'importe quel moment du cycle. On peut démarrer la stimulation à n'importe quel moment du cycle. Elle ne va nécessiter normalement qu'une anesthésie locale. Elle est considérée comme peu à risque. Et l'autre avantage, c'est qu'on a un recul important sur l'utilisation des ovocytes, on en parlera après, par assistance médicale à la procréation. Les limites de cette technique, c'est qu'elle ne peut être réalisée que chez une patiente qui a fait sa puberté. On ne pourra pas stimuler les ovaires d'une patiente prépubère. Et l'autre point aussi fort important et qui peut poser des problèmes dans l'aplasie médulaire, c'est qu'elle nécessite un délai de 2 semaines minimum avant le démarrage du traitement, puisqu'il faut à peu près 10 à 12 jours de stimulation, puis ensuite réaliser la ponction pour pouvoir obtenir ces fameux ovocytes matures. Elle ne permet qu'une conservation d'un nombre relativement limité d'ovocytes, puisque vous l'avez vu, c'est seulement le nombre d'ovocytes qui aura démarré sa croissance en début de cycle, à savoir, on le verra après, en moyenne 10 ovocytes par patiente. L'autre point important, c'est qu'on ne peut pas réaliser cette stimulation et son conservation d'ovocytes une fois que les traitements potentiellement toxiques sont démarrés, puisqu'ils sont toxiques aussi, ils sont délétères pour la qualité de l'ovocyte, donc on ne peut pas réaliser la stimulation en cours de traitement. Et vous l'avez vu aussi, puisqu'il y a un geste invasif et une ponction, c'est un geste qui peut être à risque lorsque les paramètres hématologiques ne sont pas favorables, et c'est souvent le cas dans l'aplasie. Il y a un risque hémorragique et il peut y avoir un risque infectieux aussi. Et donc, on a des taux de plaquettes minimum nécessaires pour autoriser la réalisation de ce geste. Diapositive suivante. L'utilisation de ces ovocytes pourra s'envisager ensuite à distance, après réchauffement, par les techniques de fécondation in vitro, qu'on appelle l'ICSI. Donc, le spermatozoïde est micro-injecté dans l'ovocyte qui aura été réchauffé, ce qui permet d'obtenir un embryon, et cet embryon est ensuite transféré dans l'utérus. L'utilisation s'envisage de toutes les manières à distance de la réalisation de la greffe. Et donc, il n'y a effectivement, comme cela vous a été dit tout à l'heure, aucune contre-indication à la réalisation d'une assistance médicale à la procréation lorsque l'utilisation s'envisage. Diapositive suivante. Alors, quels sont les résultats attendus? Et il faut toujours
mettre en balance effectivement l'intérêt de réaliser une préservation de la fertilité, eu égard au risque qu'elle peut représenter et surtout l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte comme chance supplémentaire de naissance comparativement à la situation où on n'aurait pas réalisé la préservation de la fertilité. Alors, eh bien, ces résultats, ils vont être fonction de deux choses essentiellement. C'est du nombre d'ovocytes conservés. Plus on a d'ovocytes, plus les chances de naissance sont importantes. Et de l'âge de la patiente. Pourquoi l'âge de la patiente? Eh bien, parce que le nombre d'ovocytes obtenus est directement lié à l'âge de la patiente. Chez les patientes de moins de 35 ans, on voit que globalement, toutes patientes confondues aujourd'hui, en moyenne, on peut sur un cycle de stimulation obtenir 9 ovocytes. Alors ce chiffre, il est très variable d'une patiente à l'autre. On peut avoir plus de 20 ovocytes chez des patientes entre 20 et 25 ans et moins de 5 ovocytes chez des patientes de 35 à 40 ans. Donc, vous voyez les chiffres qui vous sont montrés ici, qui justifient le fait que à partir de 37 ans, on ne proposera plus aux patientes une préservation de la fertilité par cryoconservation ovocytaire parce qu'on sait que les résultats en termes de réutilisation sont tellement faibles que cela ne vaut pas la peine de faire courir le risque ou de repousser le démarrage des traitements pour ce peu de chance. Puisque chez une patiente de moins de 35 ans, pour 9 ovocytes, c'est ce que j'ai encadré ici, qui est le chiffre attendu en moyenne, on peut espérer à peu près 50% de taux de naissance, alors qu'après 35 ans, où la moyenne du nombre d'ovocytes obtenus est d'environ 5, on n'offrira que 5% de chance à ces patientes. Diapositive suivante. Donc, en pratique, quand est-ce qu'on peut envisager ces techniques de préservation de la fertilité par cryoconservation d'ovocytes? Diapositive suivante. Alors, elle peut s'envisager à deux moments. En pré-traitement, je vous l'ai dit, en cours de traitement, ça n'est pas possible. Elle peut s'envisager en pré-traitement, mais également en post-traitement. Suivant. En pré-traitement, il faut qu'on soit dans une situation non urgente. Il faut qu'on ait au moins ces 15 jours de délai et il faut qu'il n'y ait aucun risque, ni hémorragique, ni infectieux, ni thromboembolique si la maladie faisait courir ce risque, puisque notamment la stimulation peut être à sur-risque thromboembolique. Si les conditions hématologiques sont réunies, que la patiente a moins de 35 ans, quelle que soit la réserve ovarienne, on essaiera de stimuler et d'obtenir des ovocytes matures en pré-traitement. Tous ces si et toutes ces conditions font qu'il est exceptionnel que l'on parvienne à être dans les conditions adaptées, idéales, pour réaliser une stimulation de l'ovulation et une ponction avant la greffe. Donc le plus souvent, suivant, la greffe a lieu et on va attendre que la patiente soit à distance des traitements et donc dans une situation le plus souvent guérie pour envisager la réalisation du geste. Alors ça veut dire quoi à distance des traitements? On sait que la récupération, vous vous souvenez de l'image en introduction, de ces follicules en réserve qui doivent sortir du stock de réserve, cette reprise peut prendre entre 3 et 6 mois en fonction des patientes, en fonction de l'âge et en fonction de ce qui reste en stock. Le plus souvent, les patientes qui sont greffées dans ce contexte vont récupérer des cycles. Alors, elles vont récupérer des cycles, ça ne veut pas dire que la réserve ensuite est suffisante pour permettre une réponse multifolliculaire qui permettra d'avoir plusieurs ovocytes. Mais donc, euh, la condition indispensable, c'est une reprise des cycles. Et s'il y a une reprise des cycles, on fait une évaluation de la réserve ovarienne par l'échographie ovarienne, le compte des follicules, par l'évaluation de l'AMH. Et si les conditions sont suffisantes, et ça c'est souvent les médecins de la reproduction, les gynécologues, les biologistes qui se réunissent avec les hématologues pour évaluer la pertinence à réaliser une stimulation, on pourra réaliser cette stimulation à distance. C'est important de comprendre que toutefois, si les cycles sont revenus, mais que les conditions de stimulation ne sont pas optimales, cela ne signifie pas que la patiente ne peut pas tomber enceinte. L'AMH
et le CFA sont des marqueurs biologiques de réponse à la stimulation. Ce ne sont pas des marqueurs de fertilité. Chez une femme de moins de 35 ans qui a récupéré des cycles, même si le CFA et l'AMH ne sont pas favorables, elle a tout à fait ses chances de tomber enceinte. Diapositive suivante. Je terminerai donc en voulant vous faire passer des messages. C'est qu'il faut que vous compreniez que la toxicité des traitements de greffe, de conditionnement pré-greffe dans l'aplasie médulaire ont une toxicité variable, mais souvent qu'on considère modérée, que la préservation de la fertilité, du fait de son inhérent à cette technique, est souvent contre-indiquée du fait de la maladie et des cytopénies, et que donc, dans ce contexte, il est extrêmement important que, madame, vous puissiez profiter d'un suivi après les traitements, minimum 6 mois, idéalement 1 an après la fin des traitements. C'est là que l'ovaire a pleinement récupéré. On évalue et on réalise une préservation secondaire de la fertilité qui est le plus souvent possible. Et si elle n'est pas possible ou si elle est sous-optimale, si très peu d'ovocytes ont été conservés, cela ne signifie pas que vous n'arriverez pas à procréer. Ça n'a pas de corrélation avec les chances naturelles de grossesse et les meilleures chances de tomber enceinte et d'avoir une naissance dans ces conditions-là, c'est d'essayer naturellement. Dernière diapositive. Si vous souhaitiez des informations complémentaires sur les techniques de préservation de la fertilité ou des contacts, vous pouvez vous connecter sur le site du centre Fertilité Paris Centre, le centre de reproduction. Vous avez ici l'adresse. Donc, vous avez tous les contacts et vous avez des vidéos également d'informations plus détaillées, si nécessaire, sur les techniques de préservation de la fertilité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition avec le docteur Sick pour répondre à vos questions. Merci, docteur, aux deux docteurs. Avant les questions, je vais demander à Maëva de me rejoindre sur scène, qui va témoigner justement de la grossesse avec la maladie, ou la maladie avec la grossesse. Bonjour Maëva, et donc merci à vous d'être venue témoigner de la grossesse avec la maladie ou la maladie avec la grossesse. Un petit peu la même question que pour Séverine tout à l'heure, ça a commencé comment ? Eh bien, moi, je n'étais pas malade, ou du moins, j'en avais pas connaissance avant ma grossesse. Je suis tombée enceinte en juillet 2023. Et donc, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, donc une forte chute des globules rouges et des plaquettes dès à peine 3 mois de grossesse. En fait, la grossesse qui a déclenché, si finalement... Oui. L'arrivée de la maladie, ou en tout cas l'arrivée des symptômes qui ont fait penser après à la maladie. Tout à fait. Et à partir de là, on se dit quoi au début ? On s'inquiète vite, très vite. Disons que alors j'ai commencé à présenter les premiers symptômes donc en tout début de grossesse, mais le diagnostic est tombé à peu près à 6 mois de grossesse. Donc il y a eu 3 mois d'expectative, tant pour le futur papa que pour moi-même, avec une très très grosse batterie d'examens, puisqu'on ne savait pas du tout ce que j'avais, on ne connaissait pas non plus les risques pour le fœtus, et le discours des professionnels, obstétriciens, gynécologues qui m'entouraient était assez inquiétant, puisqu'ils ne savaient pas ce que j'avais, et donc on nous préparait à ce que la grossesse, malheureusement, n'arrive pas à son terme. Quand on a échangé il y a quelques semaines déjà, vous m'avez dit, je suis passé d'une grossesse à risque, ce qui est déjà une grossesse à risque, à une grossesse hors norme. Vous avez dépassé toutes les étapes, quoi, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai une maladie rénale que l'on appelle la maladie de Berger. Donc, j'étais déjà qualifiée en grossesse à risque, mais tous les symptômes que je présentais n'avaient rien à, n'étaient pas en lien avec les reins. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment je suis passée dans une grossesse hors norme avec deux pathologies rares. Grossesse hors norme, puisque donc au moment du diagnostic, vers 6 mois de grossesse, ça y est, là j'ai commencé. Donc en fait,
Au plus bas, je suis à 6 mois de grossesse, j'étais à peu près 7 en hémoglobine. J'étais à peu près à 82 plaquettes. Donc là, on a commencé, ça y est, à me transfuser. J'étais transfusée toutes les 3 semaines jusqu'à l'accouchement. Et j'avais tous les jours une injection de Lovenox pour éviter le risque de thrombose. J'avais une échographie tous les mois. Chez ma gynécologue. J'avais également la sage-femme qui venait toutes les semaines, une fois par semaine, pour faire un monitoring. Et je voyais mon hématologue à peu près tous les mois aussi. Obstétricien aussi tous les mois. Et j'avais 2 prises de sang par semaine, voire 3 lorsque j'étais transfusée. Donc on voit qu'il y a un rythme qui est assez élevé. Je vais revenir aussi sur ce côté psychologique qu'on avait déjà abordé. Comment on vit cette période-là et comment aussi le conjoint, le mari le vit? Comment on le vit à deux, cette intensification, l'éruption de la maladie en permanence finalement? Oui, après, nous, le moment le plus critique pour le futur papa et moi, ça a été vraiment ces 3 mois de non-connaissance par rapport à la maladie. Enfin, lorsqu'on ne savait pas ce que j'avais, puisque on avait très très peur que j'ai une leucémie. Mine de rien, c'est ce qui a été quand même aussi suspecté. Donc c'est vraiment ces 3 mois-là qui ont été difficiles. On ne savait pas du tout si on allait voir cet enfant. Après, lorsqu'il y a eu le diagnostic, c'était tellement rythmé par les rendez-vous médicaux qu'au final, même moi, je n'ai pas vu passer ma grossesse jusqu'à la fin. C'est vraiment passé très vite. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Voilà. Et puis... on m'a aussi très très vite parlé de la suite de la grossesse. Donc voilà, tout ça arrive comme un ouragan en fait. On s'apprête à donner la vie, on a l'annonce pour mon cas, d'une 2e maladie, de la suite avec une éventualité de greffe. Très vite, on m'a cherché aussi des donneurs. Enfin voilà, tout ça, ça a été un tsunami, un ouragan, et je pense que ni moi ni le futur papa ayons eu le temps de réfléchir à tout ça. Et à un moment, il y a quand même l'accouchement qui arrive. Oui, l'accouchement qui arrive. Alors, l'accouchement a été programmé. J'ai accouché 3 semaines avant le terme, ce qui est plutôt bien. Comme pour paraphraser un peu mon obstétricien, on a gagné Madame Arnaldi, voilà, puisque j'ai pu quand même aller jusqu'au bout quasiment. J'ai été programmée, n'ayant que très peu de plaquettes, puisque j'ai fini à peine 50 plaquettes. Je n'ai pas eu de péridurale. Voilà, donc ça a été un accouchement naturel. Et voilà, donc ça a été un accouchement par voie basse avec les douleurs naturelles, mais qui s'est quand même bien passé. J'ai dû accoucher dans une maternité à unité 3 par rapport au risque d'hémorragie et aussi par rapport au risque avec une unité néonatale. Ça fait maintenant 1 an, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ma fille a 15 mois sur ses 16 donc mois. Un peu plus d'1 an. Oui. 1 an après, qu'est-ce qu'on en retient de cette période-là, au-delà de l'errance des 3 mois qui ont été très compliqués? Finalement, l'issue a été plutôt... Enfin, tout s'est bien passé, l'accouchement s'est bien passé, ma fille est en bonne santé. J'ai été transfusée à 3 jours après accouchement pour la dernière fois. Depuis, je n'ai pas été retransfusée. Depuis, j'ai mon taux de plaquettes qui est remonté à quasiment la normale. Et quant à mon hémoglobine, elle est remontée aussi. Bon, c'est un peu en dents de scie quand même. Voilà, je reste avec une pathologie. Je reste avec la maladie HPN, mais... ça va quand même un petit peu mieux. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis, c'est la vie avec un bébé, donc c'est fatigant, on est déjà fatigué. Voilà, mais je suis bien accompagnée du papa. Voilà, globalement, que ce soit pour le futur, enfin le papa et moi-même, on n'a pas été traumatisés par l'expérience quand même. L'issue a été belle, on a fait une jolie petite blondinette, toute mignonne, voilà.
Si on a d'autres qui ont envie de penser à ça, voilà, sentez-vous libre d'y penser en tout cas. On va passer aux questions-réponses. Peut-être est-ce que vous avez des questions aussi bien pour Maëva que pour le docteur? Oui, il y a des questions dans la salle. Côté fertilité, si vous pouvez l'indiquer avant, ce sera peut-être plus simple pour elle de répondre. Alors moi, c'est plus une question par rapport à la fertilité, puisque vous nous avez présenté les résultats par rapport à la congélation d'ovocytes. Qu'en est-il des résultats par congélation de cortex ovarien et le recul sur l'expérience? Donc, les données commencent, on a pas mal de recul maintenant. La première congélation de cortex, c'est 2020. La première greffe, c'est 2000 et 2004 pour la première naissance après greffe. Aujourd'hui, il y a environ 600 enfants rapportés nés dans le monde, mais on ne publie plus les cas puisque c'est une technique qui n'est plus expérimentale. Et on considère que quel que soit l'âge des patientes et quelles que soient les indications, les chances de naissance après greffe sont de 30%. Ces résultats dépendent quand même beaucoup de l'âge de la patiente au moment du prélèvement, toujours pour les mêmes raisons, hein, du fait de la réserve ovarienne qui est variable, puisqu'on va perdre un certain nombre de follicules au moment de la congélation, mais c'est surtout au moment de la décongélation et de la greffe que la perte folliculaire est la plus importante. Et donc, c'est pour ça qu'on ne réserve cette technique qu'aux traitements très toxiques, parce qu'on ne peut pas être plus toxique que les traitements. Donc, chez les patientes de plus de 35 ans, aujourd'hui, quasiment plus jamais on ne propose de cryoconservation de cortex ovarien, parce que quand on regarde les résultats en termes d'utilisation, il y a pas de naissance pour des cortex prélevés après 35 ans. Le point qui peut être plutôt favorable dans le cas des pathologies non malignes, c'est qu'il n'y a pas de traitement toxique reçu avant la greffe, ce qui n'est pas le cas dans les pathologies malignes, notamment dans les leucémies aiguës ou dans les lymphomes. Les patientes ont reçu des traitements avant la cryoconservation d'ovaires, puisqu'on envisage cette technique plutôt en deuxième intention, quand il y a une intensification thérapeutique. Donc, c'est plutôt une bonne indication. Mais il me semble que on peut se poser la question d'utiliser, j'étends un peu à votre question, la place du cortex ovarien dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, ça va être au cas par cas. Parce que les traitements étant, à mon sens, pas suffisamment toxiques pour le justifier, on pourrait toutefois le proposer aux patientes pour lesquelles il y a une contre-indication formelle à la réalisation de la cryoconservation d'ovocytes et d'autres contre-indications que celles seulement liées à la maladie et pour lesquelles voilà, la patiente est très motivée et ne veut pas envisager un traitement toxique sans préserver sa fertilité. Voilà. Mais à mon sens, c'est loin, mais vraiment loin d'être une indication de première intention, mais on peut ne pas l'exclure au cas par cas. Voilà, on peut le proposer dans certaines situations. Bonjour. C'est pour poser aussi une question sur la fertilité. J'ai ma fille qui a 10 ans, qui a une aplasie médulaire, qui est donc prépubère, pardon, qui est juste là d'ailleurs, qui n'arrête pas de me poser des questions sur les bébés, mais du coup, comme c'est à risque, le fait de lui prendre un prélèvement ovarien, vu qu'elle a entre 15 et 20 000 plaquettes, et qu'elle va faire la greffe à la rentrée. Quelles sont donc du coup les solutions? J'en ai vu une, mais je ne sais pas trop si elle est bonne ou pas. Ça s'appelle un traitement par analogue de la GnRH. Je ne sais pas trop ce que c'est vraiment, mais voilà, en gros, c'est point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Bonjour, merci pour votre question. Effectivement, je vous ai pas présenté les analogues de la GnRH, mais c'est très bien que vous posiez la question. Ça permet de pouvoir traiter ce point. Les analogues de la GnRH ou l'utilisation des analogues ne constitue pas une technique de préservation de la fertilité à proprement parler. À quoi ça sert et comment ça marche? Je vous ai parlé de ces hormones sécrétées par le cerveau et qui vont stimuler l'ovaire. Les analogues de la GnRH sont des molécules qui vont bloquer ce fonctionnement, cet axe entre le cerveau et l'ovaire, et donc mettre
l'ovaire au repos. C'est induire une ménopause précoce. Donc cette technique, elle n'est utilisable et elle n'a un intérêt et elle ne peut marcher, en tout cas, que si la patiente est pubère, que l'axe fonctionne. Et c'est au moment de la puberté que l'axe se met à fonctionner. Donc ça n'a pas de sens avant la puberté. Donc pour votre petite fille qui est dans la salle, ça n'est pas une technique de toute façon qui pourrait s'appliquer. Mais même pour une patiente après la puberté, ça n'est pas une technique de préservation de la fertilité. C'est une technique qui permet de bloquer le fonctionnement ovarien. Elle a un intérêt dans les aplasies parce qu'elle va permettre d'éviter les saignements. C'est ce qu'on appelle une ménopause chimio-induite. C'est un blocage transitoire, réversible, du fonctionnement ovarien en bloquant sa stimulation. Donc on évite les règles, donc on évite les saignements, et notamment les saignements dans des situations où ils peuvent être plus importants du fait de la thrombopénie et ensuite du fait de la greffe. Donc on propose des analogues en association, plus pour entraîner une aménorrhée, aménorrhée signifiant blocage des règles, disparition des règles, chimio-induite, pour éviter les règles. Alors il y a eu dans certaines situations, notamment dans le cancer du sein, des études qui ont montré qu'il y avait une meilleure récupération des ovaires, du fonctionnement ovarien, chez des patientes qui avaient reçu les analogues, comme si le fait de les mettre au repos, ça avait préservé les follicules en réserve. C'est très controversé. Il y a des études qui ont été favorables à cet argument, d'autres non. Donc voilà, il y a des équipes qui l'utilisent, d'autres non, dans ce contexte très particulier du cancer du sein. Mais ces analogues, en bloquant le fonctionnement ovarien, ils ne protègent pas les follicules de la destruction par des traitements toxiques. Alors pour quand même répondre que pour votre petite fille, il y a quand même une solution, et plus qu'une solution, c'est du fait de ton âge, puisque tu es là, c'est à toi que je réponds, et que tu as, j'espère, bien compris ce que j'ai essayé d'expliquer, eh bien, tu as beaucoup plus de follicules en réserve dans tes ovaires qu'une patiente qui a fait sa puberté et qui donc va pouvoir peut-être bénéficier de la conservation de ses ovocytes. Et comme tu as beaucoup plus de follicules en réserve, eh ben, mieux que les autres, tu vas mieux résister que les autres au traitement, parce que même si tu perds des follicules à cause du traitement, si tu dois être greffé, eh bien, il t'en restera et tu as beaucoup plus de chances, encore plus de chances chez toi que chez une autre, qui reste des follicules. Et donc, ce que je te conseille et que je conseille à tes parents, c'est que quand tu vas faire ta puberté, assez rapidement, on te suive et on suive ta réserve ovarienne. Parce que si elle est diminuée par rapport à une jeune fille de ton âge, parce que tu as eu un traitement, eh ben plus rapidement que chez quelqu'un d'autre, il faudra mettre des ovocytes de côté. Tu vois? Mais il faut pas que tu sois inquiète. Et de toutes les manières, c'est vrai que ce serait te faire prendre un trop grand risque, si tu as trop peu de plaquettes, de t'enlever un ovaire. Parce que c'est vrai, je te le cache pas, que la technique chez toi de préservation de la fertilité qui pourrait être indiquée si tu n'avais pas tes plaquettes trop basses, eh ben, c'est de préserver un de tes ovaires. C'est la seule chose qu'on peut faire chez une prépubère. Voilà. Mais malheureusement, à cause des plaquettes très basses, ce serait te faire prendre un trop gros risque par rapport aux chances et aux bénéfices que ça pourrait avoir pour toi. Donc, ce que vraiment je te conseille, c'est d'être suivi de près et de rapidement pouvoir, dès que tu te sens prête, pouvoir mettre des ovocytes de côté. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'ai une question du coup. Est-ce que je pourrais avoir un bébé du coup plus tard? Alors ça, moi, j'aimerais bien pouvoir te répondre à cette question. Chez toi, parce que tu as la maladie, parce que tu vas avoir des traitements, mais aussi chez toutes les autres femmes, je suis incapable de répondre à cette question parce que tu vois, le docteur Sikh, elle l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué la fertilité et je peux pas répondre à ta question, malheureusement, mais j'aimerais bien. En tout cas, tu pourras essayer, c'est sûr. Ok, merci. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les enfants greffés, enfin, il y a beaucoup de données de grossesse chez des femmes qui ont été greffées enfants, et pour toutes les raisons que Virginie l'expliquait. Donc voilà, il faut pas
penser que allogreffe pour une aplasie médulaire chez un enfant, c'est forcément infertilité. Moi, je voudrais juste poser une question. Une jeune femme qui est sous traitement, qui a une HPN, qui est sous traitement iptacopan. Donc, je sais qu'avec cette nouvelle molécule, enfin ce nouveau médicament, il n'est pas possible de tomber enceinte. Mais si la jeune femme souhaite tomber enceinte, bon, elle a 37 ans, elle a peu de folliculine, elle a peu comment dire, de système ovarien. Elle a déjà consulté pour ça. On lui a répondu vous essayez naturellement, mais ça veut dire qu'elle est sous iptacopan. Est-ce qu'il faut que dès tout de suite, lorsqu'elle veut essayer, il faut qu'elle passe sur le Soliris ou pas? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la toxicité de ces médicaments, elle est inconnue, hein. C'est bien pour ça qu'on prend toutes les précautions pour éviter euh, d'exposer les bébés à ces molécules, à ces nouvelles molécules, mais que probablement le risque, il est plus important une fois passées les premières semaines de grossesse. On sait que quand c'est très toxique au tout début, les grossesses s'arrêtent. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas proposé, enfin, on a arrêté les traitements une fois que les patientes ont été enceintes, mais on n'a pas arrêté en préventif. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et on sait qu'on a voilà, quelques grossesses qui ont débuté chez des gens qui étaient au tout début sous traitement, qu'on a arrêté dès qu'on a su que la grossesse était en cours. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème particulier. D'accord, merci. Donc, on arrêterait une fois que la patiente est enceinte. Voilà. Par contre, effectivement, on repasse aux anti-C5 pour la grossesse une fois, dès qu'on sait qu'elle est. Voilà. Mais il faut être extrêmement vigilant si on sait qu'il y a un projet de grossesse. Oui, et extrêmement rapide, je suppose, pour passer donc à nouveau sur le Soliris. Oui. Moi, c'est pour une jeune fille qui vient d'avoir 15 ans, qui est sous cyclosporine, qui a arrêté le Revolade et qui est actuellement sous Colprone, sauf qu'en fait, elle a des hémorragies. Et là, prochainement, elle a rendez-vous donc, avec le gynécologue. Elle ne sait pas du tout ce qu'on va lui proposer. Elle est assez anxieuse. Je suppose que ça va être pour une cryogénisation, mais j'aimerais pouvoir la rassurer en fait. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives par rapport à ça, c'est-à-dire la cryogénisation, ou quelles sont les solutions en fait qui peuvent être proposées dans sa situation? Laure, je sais pas, il y a deux questions en fait, parce que c'est pas vraiment une question de préservation de fertilité. J'ai l'impression que c'est plutôt des hémorragies Après, pendant les règles, c'est ça, madame? Oui, alors en fait, on lui dit qu'il faut préserver parce qu'elle a 9 d'hémoglobine, elle a 50 000 de plaquettes et le système immunitaire qui est correct, qui est normal. Donc ces plaquettes avaient remonté jusqu'à 66 000, mais là, ça baisse assez rapidement. Elle est descendue à 50 000. Après, je pense que c'est difficile de répondre sans avoir tous les éléments. C'est très difficile de faire de la consultation comme ça parce qu'on n'a vraiment pas tous les éléments du dossier. Je pense qu'il y a effectivement deux questions. Il y a la question des saignements dans un contexte de thrombopénie où il y a probablement une part qui est gynécologique parce qu'à 50 000 plaquettes, on ne saigne pas spontanément. Et une part qui est favorisée par ces plaquettes un peu basses. Ça, c'est une première question. Et vraiment, je pense voilà, il y a des solutions. Virginie, si c'est temporaire, on peut proposer, comme Virginie le disait, des analogues de la GnRH pour temporairement bloquer les cycles, pour éviter les saignements dans l'attente d'un traitement qui permettra de faire remonter les plaquettes. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la question de l'indication de la préservation de fertilité à 15 ans s'il y a un traitement de type greffe qui est envisagé. Et ça, comme le disait Virginie, à 15 ans, en général, on ne le propose pas en pré-greffe, mais plutôt en post-greffe quand l'hématopoïèse a récupéré.
Et donc ça, Oui, je compléterai en disant que s'il n'y a pas de contre-indication médicale à la cryoconservation ovocytaire, si le taux de plaquettes est suffisant, donc il faut, encore une fois, hein, je dis bien ça, hein, il faut qu'il y ait une validation et des paramètres hématologiques qui soient compatibles avec la cryopréservation ovocytaire. Il nous est arrivé dans des situations peut-être pas 15 ans, mais des patients de 16 ans qui étaient extrêmement motivés parce qu'il faut comprendre qu'il faut une certaine maturation ou une maturité pardon sexuelle ou pas forcément des patientes qui avaient eu déjà des relations sexuelles, mais des patientes qui se sentaient suffisamment à l'aise avec la voix d'abord. Dans ces conditions de patientes même vierges, on peut proposer une anesthésie générale pour réaliser la ponction. Il nous est arrivé de réaliser des cryoconservations ovocytaires. La discussion se faisant aussi autour de la qualité de l'ovocyte à cet âge-là. Il y a des données de la littérature qui ont tendance à dire que sur le plan génétique, il pouvait y avoir une absence ou une immaturité de l'ovocyte des patientes assez jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément favorable à la conservation des ovocytes à cet âge-là. Mais c'est pas non plus une contre-indication, un argument contre. Encore une fois, madame, vous l'avez compris, c'est du cas par cas. Il faut qu'il y ait la possibilité de le faire, la volonté de la patiente de le faire. Et donc, voilà, ça peut s'envisager. Il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, il faut que la discussion ait lieu. Merci à vous. Une question peut-être un peu globale et là aussi réductrice forcément. Si on prend un panel de 100 femmes qui souhaitent avoir un enfant aujourd'hui, elles ont quel pourcentage de chance par rapport à une femme qui n'aurait pas cette maladie finalement? Que ce soit naturellement ou assisté, il n'y a pas de... C'est trop variable? Je crois que, enfin, je pense pas qu'on puisse répondre à cette question comme déjà il y a des situations qui sont complètement différentes, qui sont des situations de patientes qui sont greffées, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Et on n'a pas ces données. Alors on est en train de faire avec Virginie et dans le cadre de la Société française de greffe de moelle, une évaluation chez les patients qui ont été greffés pour des aplasies médulaires, pour essayer justement d'avoir plus de données. Mais encore une fois, il faut avoir, ce qui est très difficile dans ces études, c'est qu'il faut avoir la notion du désir de grossesse. Est-ce qu'il y a des patientes qui, avant d'avoir l'aplasie, avaient déjà des enfants et ne souhaitaient pas forcément en avoir? Voilà, tout ça rentre en compte et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Et on est en train d'essayer par une étude où on demande justement toutes ces questions aux femmes qui ont été greffées pour des aplasies et ensuite comparer à des femmes de même âge dans la population générale. Mais c'est très difficile de répondre. Eh bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir participé, d'avoir Merci répondu à aux vous. questions. Merci également à Maëva pour son témoignage.